va, j'enlève les lunettes. Elles sont dégueulasses, je vois rien. Du coup, je disais, moi personnellement, ça va. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc un peu particulière car c'est la première d'une nouvelle série. Je vais manger aussi en même temps parce que je vous promets, j'ai trop faim. Il est 1h du matin. Fringale nocturne. Donc c'est la première d'une toute nouvelle série où je vais parler du coup d'un personnage historique ou de qu'on appelle ou de période historique ou de choses en tout cas qu'on ne voit pas en cours. Donc bref, aujourd'hui je vais vous parler de Marcus Garvey. Donc j'ai préparé des petites notes. Donc si je vous regarde pas trop, c'est à cause de ça. Je suis désolée, je vais devoir un petit peu lire parce que il y a pas mal d'informations. Donc pour cette vidéo, je vais d'abord commencer par citer mes sources. Donc déjà il y a ce livre dont je vous ai peut-être déjà parlé, donc du coup Marcus Garvey expliqué aux adolescents. Donc voilà, ça retrace sa vie. Ensuite il y a une vidéo YouTube, c'est une conférence. Attendez, faut que je retape, enfin que je retrouve. Donc c'est la vidéo, elle est sur le compte de Mobuli Makassi. Donc du coup c'est une interview du chercheur MCP Lascon. Mais je mettrai tout en description. Et il y a aussi un autre livre mais que j'ai la flemme d'aller chercher qui se nomme Les Noirs Américains. Voilà, de Pap Jai. J'en ai peut-être déjà parlé sur cette chaîne. Mais bref, maintenant que la partie bibliographie est faite, on peut passer à la vidéo. C'est parti. Donc d'abord Marcus Garvey. Donc son prénom Marcus, nom d'ami Garvey. Il est né le 17 août 1887 à Saint-Anne's Bay en Jamaïque et il est mort le 10 juin 1940 à Hammersmith à Londres. Donc c'est l'un des plus grandes figures du militantisme noir au XXe siècle et il est considéré d'ailleurs comme un prophète pour les adeptes du mouvement Rastafarisme. Il a d'ailleurs un surnom, il le surnomme Moïse car il le considère comme le prophète. Donc à l'âge de 15 ans, Marcus Garvey est obligé d'arrêter l'école car il n'a pas assez de fonds pour la payer. Et après cela, en fait, il y a deux versions de ce qu'il décide de faire après. Donc il y en a qui disent qu'il a été du coup maçon, voilà, parce que son père était maçon. Puis ensuite, il a été apprenti en typographie. Et il y en a qui disent qu'il a directement été apprenti en typographie. Voilà, moi je vous dis les deux versions. Tout ce que l'on sait, c'est qu'après, donc 3 ans plus tard, donc à 18 ans, à l'âge de 18 ans, il devient maître typographe. Et ça deviendra ce métier deviendra un petit peu une passion pour lui. Tout ce qui touche à l'imprimerie deviendra un peu une passion pour lui et sera important pour la suite de sa lutte. Donc, ce qui réveillera sa flamme révolutionnaire, c'est le fait qu'il est, lorsqu'il était plus jeune, une amie blanche à lui, donc la fille du pasteur de son village, une amie blanche à lui du coup, alla faire des études à l'étranger, plus précisément en Écosse. Et en fait, son père, du coup,
pasteur lui interdit ça formellement, du coup d'entretenir des liens amicaux avec Marcus Garvey. Et c'est là qu'il comprit qu'il y avait un réel problème dans la société dans laquelle il vivait. Et donc c'est là que cette flamme en fait se réveilla. Faut savoir que du coup après ça, il entreprit de nombreux voyages, notamment par exemple au Costa Rica en 1909, où il décida d'aller voir les conditions de travail des autochtones. Il a entrepris en général de nombreux voyages en Amérique latine, mais pas que. Et donc, en 1910, il découvre la politique et adhère au National Club. Et en 1912, il part pour la première fois comment on appelle, en Angleterre, voilà. Il part pour la première fois au Royaume-Uni, en Angleterre, parce que c'est l'un des endroits où les personnes noires ont le plus de liberté. Donc il va décider de parler avec de nombreux intellectuels là-bas et se faire du coup de nouveaux contacts. À savoir qu'à cette époque-là, ce qui est assez marrant, parce qu'on va découvrir par la suite quelles sont ses idées. Ce qui est assez marrant, c'est qu'il faut savoir qu'au début, Marcus Garvey il a une assez mauvaise image de l'Afrique à cause de l'image que renvoient les Occidentaux justement de cette dernière. On va voir que ça va être un petit peu ironique par la suite, mais voilà. Et c'est justement lorsqu'il a commencé à voyager, et notamment en Afrique, qu'il s'est rendu compte de la réalité des choses. Maintenant, en 1914, le voilà de retour en Jamaïque et il décida de créer l'UNIA, donc l'Universal, je peux pas dire le mot je crois, l'Universal N-Word Improvement. Et le but de cette organisation est de promouvoir et de soutenir la nation N-Word, je vais être obligée de censurer, de conscientiser les personnes noires, de publier toutes les nouvelles intéressantes pour les populations noires, l'auto-assistance, l'auto-respect, l'unité aussi, et le Back to Africa, donc qui consiste à vouloir retourner en Afrique. Ensuite, ils désirent assurer l'économie et leur devise est, je cite, One God, One Aim, One Destiny. Donc, si je traduis, cela veut dire un Dieu, un but, une destinée. Leur drapeau est rouge, noir et vert. Rouge pour le sang versé, noir pour la dignité de la race et vert, je sais plus du tout. J'écrirai là, je sais pas. Et donc, en 1916, donc 4 ans plus tard, il décide de partir aux États-Unis. 2 ans plus tard, pardon. Il décide de partir aux États-Unis avec son projet en tête d'ouvrir aussi une branche américaine de l'UNIA, plus précisément à New York. Arrivé aux États-Unis, il développe aussi le N-Word Business avec aussi une devise qui se nomme, je cite, Don't buy where you can't work. Donc si je traduis, n'achète pas là où tu ne peux pas travailler. Tout cela va partir d'abord d'Harlem, de Chicago, Atlanta, Baltimore, Richmond, etc. Mais ça va continuer de se développer. Donc
1996, le nombre de banques appartenant à des personnes noires passe de 4 à 51 et de commerces à et les commerces passent de 10 000 à 25 000. Donc le panafricanisme, avant Garvey, il est limité. Déjà, avant de continuer, on va définir qu'est-ce que c'est que le panafricanisme. Mais je l'ai déjà un petit peu défini dans une autre vidéo où du coup je vous lis un livre sur le panafricanisme. Mais pour la faire courte, le panafricanisme en fait c'est l'unité entre tous les pays et tous les afro-descendants, enfin toutes les personnes d'Afrique. Mais dans ce contexte-là, on parle de panafricanisme, on parle vraiment de l'unité entre tous les afro-descendants, qu'ils soient en Afrique ou qu'ils aient été déportés je ne sais où. Ok, donc je reprends. Le panafricanisme avant Garvey, du coup, il était assez limité. Donc on faisait des rassemblements sans les masses populaires et les actions aussi étaient limitées. On dénonçait l'oppression, mais on n'agissait pas énormément pour lutter contre. Et par exemple, la notion de Back to Africa, il n'y avait pas vraiment d'action concrète pour la réaliser. Et donc c'est là que l'UNIF va un petit peu révolutionner, on va dire, le panafricanisme. En ouvrant par exemple, en ouvrant ce dernier du coup aux classes populaires et en faisant de nombreuses actions révolutionnaires. C'est là que va naître d'ailleurs le garvéisme. Et en fait, il y a un refus total du statu quo en ce qui concerne les droits sociaux. Ensuite, donc, du coup, Garvey, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vraiment sillonner les rues de la capitale de Kingston et d'autres villes pour chercher des militants. Ce qui sera assez efficace parce qu'en 1919, soit 3 ans plus tard, l'UNIS sera composée de 2 millions de personnes. Et donc, elle sera composée de 2 millions de militants. Et donc, ils vont avoir un journal qui va s'appeler le N-Word World. Donc, du coup, qui va diffuser des infos pour conscientiser les personnes noires. Ils vont avoir aussi leur propre mutuelle maladie pour les maladies et les décès des membres du mouvement. Ils vont aussi développer des Negro Factories Corporation, des compagnies. Ils vont avoir aussi une compagnie cinématographique à Chicago, des maisons d'édition à Vicksburg et plus tard, en 1937, Garvey va ouvrir une école de philosophie africaine, à Londres. Ensuite aussi, quelque chose que j'ai pas marqué dans mes notes, mais tout à l'heure je vous parlais du Back to Africa. Et donc du coup pour ça, Garvey va mettre en place une ligne de bateau qui va s'appeler la Starline. Ouais, la Starline Ship, quelque chose comme ça. Je vais renoter le nom exact. Et si je renote rien, c'est que ça veut dire que c'était ça. Bref, donc du coup, voilà, va développer la Starline, etc. Mais je vous spoil un peu. Ça va pas très bien se passer parce que les bateaux sont un petit peu... comment dire, ils sont un petit peu trop archaïques, enfin pas archaïques mais pas assez élaborés pour les longues traversées qui sont en jeu. Bref. Et en 1923 du coup l'UNIS sera composée de 6 millions de membres avec plus de 700 branches, notamment du coup aux États-Unis, mais aussi en Afrique, comme par exemple en Afrique du Sud, en Namibie, au Libéria, au Ghana, en Sierra Leone, au Congo,
dans ce rassemblement-là, ils vont mettre en place un gouvernement provisoire, on va dire, pour lorsque l'Afrique sera libre, avec un haut conseil exécutif, avec par exemple Marcus Garvey qui sera le président intérimaire de l'Afrique. Alors, comment dire, bon, est-ce que je fais les critiques à la fin ou pas? Bon, si j'ai le temps. Mais bref, il sera nommé président intérimaire de l'Afrique. Et faut savoir que Garvey, du coup, il ignore complètement comment étaient organisées les monarchies africaines. Et donc, du coup, il va s'inspirer des modèles européens. Bon, avant de continuer, j'aimerais juste faire une petite critique vis-à-vis de Garvey, vis-à-vis de ça. Parce que, bon, c'est bien de vouloir que l'Afrique et les afro-descendants soient unis, mais unis au point d'en faire un seul de l'Afrique, un seul pays. Moi, ça me paraît un petit peu ambitieux, dans le sens où les cultures sont quand même très différentes et ça, faut pas le nier. Et faut pas nier aussi les dynamiques socioculturelles des lieux. Et je pense que c'est ce qu'il a fait avec du coup son projet là. Mais bon, bref, on retourne aux informations plus concrètes. Donc il va quand même avoir l'UNIA, il va quand même avoir des échecs et aussi de nombreux opposants. Donc par exemple le SSS Frederick Douglass, donc un bateau ne réussit à faire que le voyage 2 fois Cuba, Jamaïque, Panama, USA avant de couler dans le fleuve Hudson. Ensuite, la tentative de Back to Africa en passant par le Liberia est avortée. Donc c'est-à-dire que ils avaient réussi à négocier du coup un retour des certains afro-américains qui avaient été choisis du coup et sélectionnés pour retourner en Afrique et notamment au Liberia. Et donc ils avaient payé des terres, etc. Des choses pour pouvoir s'installer là-bas. Et en fait, au dernier moment, ça a été corrompu. Genre les dirigeants libériens ont été corrompus et en fait ils ont refusé du coup d'ouvrir leur territoire à ces nouveaux arrivants et aussi ont volé les terres, enfin ont volé les biens qui ont été déjà installés là-bas. Bref. Ensuite, le principal opposant de l'UNIA et de Marcus Garvey, c'est la NAACP, donc créée par William Webb Dubois. Donc c'est aussi un mouvement panafricaniste contre toute attente. Voilà, moi quand... Bon bref, je fais trop de commentaires. Donc c'est aussi un mouvement panafricaniste, mais détestent particulièrement Marcus Garvey et l'UNIA. Et ils ont eu plusieurs tentatives pour du coup leur nuire. Donc par exemple en 1919, lorsque Marcus Garvey était aux États-Unis, il a été victime d'une tentative de meurtre par l'un des ex-membres de l'UNIA qui avait été manipulé par la NAACP. Ensuite, la NAACP a lancé une campagne contre Marcus Garvey du nom de Garvey Must Go. Garvey doit partir. Et en 1923, ils écrivent au ministère et arrivent à obtenir l'ouverture du procès de Marcus Garvey. Donc après ce procès là, Marcus Garvey il va être condamné à 5 ans de prison. Il va être condamné en 1923, 1923, mais il va sortir en avance, il va sortir en 1925 parce que en gros il va avoir des manifestations qui vont avoir
aussi le gouvernement américain était là, était l'un des grands opposants de Marcus Garvey, notamment le FBI. Et le chef du FBI à cette époque était John Edgar Hoover. Et lui, en fait, son problème, c'était un petit peu tous les mouvements noirs et révolutionnaires. Donc il va un petit peu s'attaquer à tous ces mouvements-là, un par un. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va distiller de la neige. Voilà, je pense pas que je puisse dire les vrais mots, mais il va distiller vraiment de la neige à travers du coup toutes ces organisations pour les faire imploser. Ce qui a marché pour beaucoup d'organisations, mais bon bref, comme notamment les Black Panthers ou etc. Mais bon bref, là n'est pas le sujet, on se concentre. Bref, maintenant je vais vous parler des différents types du coup de panafricanisme et du coup les différentes formes qu'on peut trouver et les différents même qu'on peut trouver au sein d'un mouvement qu'on pourrait croire uni. Donc comme j'en ai parlé ultérieurement, il y a la NAACP, donc qui a été fondée avant l'UNIA en 1909 et donc ça a été fondé par la bourgeoisie noire aux États-Unis et les blancs humanistes. Et donc ça a été fondé par William Dubois en priorité. Enfin, c'est l'un des fondateurs, j'en ai parlé tout à l'heure. Et donc comme ça a été fondé par la bourgeoisie noire et aussi par des blancs humanistes, eux n'ont pas la volonté du Back to Africa comme d'autres mouvements comme du coup le garvéisme, mais ils soutiennent quand même la libération de l'Afrique et eux veulent être vraiment intégrés à la société américaine. Alors oui non et aussi ils défendent surtout le droit des élites noires qu'ils vont appeler les talented 10, donc le 10e talent, qui correspond à seulement 10% des personnes noires faisant partie du coup de cette élite, étant instruits, etc. Alors aussi, comme c'est un mouvement d'élite, c'est ça qui diffère avec le garvéisme, qui est un mouvement de masse et qui est ouvert à la population. Ensuite, William Dubois, donc, qui est l'un des fondateurs du NAACP, va dire, je cite, en parlant du garvéisme, que c'est du panafricanisme de paysans. Donc on voit bien ton méprisant de Dubois. Ensuite, je vais vous parler un petit peu du rastafarisme. Donc le rastafarisme, donc du coup le garvéisme et le rastafarisme ont beaucoup de points communs. Et donc ils ont notamment du coup la notion de fierté de soi, la solidarité de groupe, le retour aux sources avec le Back to Africa, la couleur du drapeau. Ils ont repris la même chose et il y a même des membres, enfin il y a même des Rastafari qui font partie de l'UNIA. Donc ça fait que c'est deux mouvements qui sont quand même très proches. Mais il y a quand même de nombreuses différences. Parce qu'il faut savoir que l'élément central du rastafarisme, ça
cultive un guide, tout comme Marcus Garvey d'ailleurs, mais ils sont quand même un peu plus concentrés sur Haile Selassie. Mais il faut savoir que dans le rastafarisme, il y a une confusion parce que il y a des mélanges, il y a le mélange des idées du coup de Garvey, mais aussi de Selassie. Pourtant, il faut savoir qu'il y a un désaccord entre les deux hommes parce que Selassie, en fait, il a lorsque les comment on appelle les Italiens sont arrivés à envahir son pays, les comment on appelle ça, les les fascistes, voilà. Lorsque les fascistes sont venus envahir son pays, il a fui, voilà. Il a fui en laissant tous ses habitants, etc. Et il s'est enfui en Angleterre pour se protéger. Et donc du coup, à ce moment-là, Garvey n'a pas hésité à dire que Selassie était un lâche. Et donc c'est là la principale différence. Et donc du coup, pour revenir un petit peu sur l'histoire de Marcus Garvey, il entreprit un dernier voyage en 1935 pardon, à Londres, où il est toujours là-bas. Il est toujours là-bas en lien avec l'Uni, etc. Il écrit à ce moment-là encore un nouveau journal qui va s'appeler le Black Man Magazine. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Le Black Man Magazine il va publier de manière assez de temps en temps. Mais il faut savoir que j'ai pas précisé, enfin j'ai pas vraiment insisté dessus. Mais faut savoir que Garvey a publié énormément de journaux et a été le maître en œuvre de beaucoup de comment on appelle, j'ai pas envie de dire de marques, euh, d'édition, voilà, d'édition de journaux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai kiffé la tournée, j'ai l'impression que j'ai parlé super vite, que c'était pas trop compréhensible. J'espère que vous avez bien compris la différence entre le NAACP, le garvéisme, le rastafarisme, etc. Donc du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Si vous voulez que je parle d'un sujet particulier aussi, n'hésitez pas. Vraiment, moi j'ai kiffé la faire, hein. J'ai vraiment préparé cette vidéo. Bah, ça m'a pris du temps.